Eh bien bonjour à tous, on va aujourd'hui s'intéresser à un nouveau cours de statique, plus particulièrement en ce qui concerne les phénomènes d'adhérence et de frottement. Déjà ce que l'on peut en dire, c'est que jusque-là, à chaque fois qu'on a travaillé avec des systèmes en statique, on a toujours considéré des liaisons parfaites, autrement dit des liaisons dans lesquelles il n'y avait ni de frottement ni de déformation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des systèmes dans lesquels on va prendre ces éléments de frottement, et donc on va s'intéresser à des systèmes réels. Mais avant, on va avoir besoin de connaître quelques définitions. Alors déjà, le frottement, qu'est-ce que c'est, C'est une interaction qui va s'opposer au déplacement, qui va s'opposer au mouvement, entre deux systèmes qui vont être en contact. On a souvent l'exemple d'une roue qui va patiner sur un sol, ou au contraire, toujours avec l'idée de la roue, d'une roue qui va permettre à un véhicule d'adhérer sur une pente afin de pouvoir la monter. Selon les systèmes, les frottements sont des choses qu'on va chercher à augmenter ou à réduire, mais ils peuvent être des fois indispensables. On peut penser à une vis qui va venir pénétrer dans un matériau, on a besoin qu'il y ait du frottement pour qu'elle soit efficace, de manière identique avec un clou, ou encore avec une échelle qui sera contre un mur, on a besoin de frottement au niveau du patin de l'échelle et du mur pour pas que l'échelle bascule. On rentre un peu plus dans le détail avec nos définitions. L'adhérence. Alors tout ce qui est en rouge est à compléter sur votre document. L'adhérence. Eh bien les deux surfaces en contact vont avoir une tendance, ça veut dire que probablement elles vont vouloir glisser l'une par rapport à l'autre. Elles vont vouloir, mais il n'y a pas de déplacement. En adhérence, on n'a pas de mouvement. Les frottements, eux, c'est lorsque les deux surfaces vont glisser l'une par rapport à l'autre. À partir du moment où on a un déplacement, un mouvement, on est dans un phénomène de friction, on est dans un phénomène de mouvement et donc de glissement. La tribologie, c'est la science qui étudie les phénomènes qui vont se produire entre deux systèmes, entre deux matériaux en contact, qu'ils soient immobiles, c'est-à-dire dans le cadre de l'adhérence, ou animés par un mouvement relatif, donc dans le cadre du frottement. Donc ça recouvre tous les idées, tous les termes qu'il va y avoir autour des frottements, des idées d'usure, des notions d'interface entre les éléments, et également des notions de lubrification. Pour cela, on utilise un appareil qui s'appelle un tribomètre, voilà, c'est juste pour votre culture, qui mesure le coefficient de frottement micro entre deux surfaces en contact, ou alors on utilise également une table sinus qui, à partir d'un angle, l'angle qu'on va avoir entre le haut de cette table et le plancher, on va dire, de cette table, elle permettra de déterminer directement le coefficient de frottement entre les matériaux. Comme on parle de coefficient de frottement d'adhérence, on va s'intéresser un peu à quelques-unes des valeurs. Alors ce tableau est composé ici de différents assemblages de matériaux, par exemple de l'acier avec de l'acier, de la fonte sur du bronze, du téflon sur de l'acier, etc. Alors il faut savoir qu'il existe en fait une liste énorme et énormément de combinaisons possibles. Là c'est juste à titre indicatif. Les valeurs sont différentes dans le cas où on est dans de l'adhérence ou dans le frottement. On verra un peu plus tard pourquoi. Également, c'est différent si on a affaire à des systèmes à sec ou avec de la lubrification. Voici donc quelques valeurs. Il faut savoir que plus on va se rapprocher finalement d'un coefficient de frottement F, micro, plus on se rapproche de F égale 1, plus finalement on va avoir un système qui va coller parfaitement, ou du moins qui sera du coup en adhérence totale. A l'inverse, plus on se rapproche de 0, par exemple le téflon, on se souvient c'est quelque chose qui évite les frottements, ou qui permet du coup d'avoir un bon glissement, on se rapproche de plus en plus de 0, et donc on se rapproche du glissement parfait. Ces quelques valeurs sont pour la plupart non pas à connaître par cœur, mais ça peut être intéressant d'avoir quelques ordres de grandeur. Par exemple, le pneu d'une voiture sur une route 0,8, c'est le bon à retenir. On l'a un peu dit en introduction, lorsqu'on parle d'un cas de contact parfait, eh bien la liaison parfaite, elle va négliger les conditions de frottement et d'adhérence, et le jeu en surface est considéré comme nul, on est dans une liaison parfaite, donc on n'a pas de frottement. Et dans le cas d'un contact parfait, eh bien la force exercée par le solide, ici le solide 0, sur le solide 1, est une force normale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan. Ici, si j'utilise mon stylet, s'il veut bien fonctionner, je vais pouvoir y notifier qu'on a affaire ici à un angle droit. Alors je vous invite à refaire ce petit schéma évidemment.
Lorsqu'on parle du cas du contact réel, dans certains problèmes de statique, eh bien, le modèle théorique de la liaison parfaite n'est pas applicable. On va avoir besoin d'utiliser les frottements. Dans le cas-là, on va prendre en compte justement les phénomènes d'adhérence ou de frottement. On va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant, en nous intéressant au premier cas, c'est-à-dire le cas où on est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est en statique, c'est-à-dire on n'a pas de mouvement possible. On appelle ça également les phénomènes d'adhérence. À quoi j'ai affaire ici? J'ai sur le sol une boîte, une caisse qui est positionnée, un solide, peu importe, auquel on vient appliquer une force F. On peut imaginer que ça peut être par exemple quelqu'un qui pousse cette caisse. Cette caisse a son propre poids, P, qui est juste ici, appliqué au centre de gravité. Donc si cette caisse est rectangulaire, évidemment, c'est à l'intersection ici de ces deux diagonales. J'ai mis ici en orange mouvement, mais en réalité c'est une tendance au mouvement. Pourquoi c'est une tendance au mouvement? Parce qu'on l'a dit juste au-dessus, on est en statique. On ne va pas avoir de déplacement, on va essayer de provoquer un déplacement, mais si on est dans le phénomène d'adhérence, on n'aura pas de déplacement. Si je vais au bout de ma démarche, j'ai une première force, une deuxième force. On dit que dans un solide statique qui est soumis à 3 forces, les forces sont concurrentes en un même point. Ici, entre autres, bon, c'est le point G, mais ça aurait pu être un autre point d'intersection. Nous avons donc la force F qui engendre le mouvement, enfin une tendance au mouvement, le poids P appliqué au centre de gravité, et on va avoir une troisième force qui va me permettre de fermer mon dynamique. Lorsque je fais mes parallèles entre ma force ici, mon poids ici, je ferme mon dynamique et j'obtiens une dernière force qu'on appelle la résultante, ou entre autres ici la réaction au sol. Ça peut être notre force de frottement. On ne sait pas trop où elle va être positionnée, enfin ici dans ce cas concret, comme ça vient s'intersecter au niveau du point G, notre force elle va être appliquée ici, mais c'est parce que j'ai positionné ma force F pile au niveau du point G. On a donc ici un système qui est soumis à 3 forces, qui ne peut pas être en mouvement puisqu'il est statique, et on a donc cette force R, qui est la réaction du sol, et qui représente le frottement. Première idée, c'est que cette réaction est opposée à la tendance au mouvement. Elle va dans l'autre sens que la force F, ou dans l'autre sens que la possibilité de mouvement. On peut remplir évidemment notre petit bilan des actions mécaniques extérieures, toujours pareil dans les colonnes, force, point d'application, direction, sens, intensité en newton, en mettant chacune de notre force. La force F qui s'applique à un point A, un fictif, force horizontale dirigée vers la droite. Bon, l'intensité, on ne sait pas, ça ne nous intéresse pas dans cet exemple. Le poids appliqué au point G, au centre de gravité, vertical, vers le bas évidemment, avec P égale M fois G. Enfin, on a R, cette réaction au sol. On ne va pas ici lui mettre plus d'informations, on l'a détaillé juste avant. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va chercher à décomposer cette force R. Alors, de manière identique, je vous invite à faire ce petit dessin. Cette force R peut être décomposée en 2 autres forces. La première, on appellera ça la force N, qui est comme ce qu'on a vu juste avant, une force qui est perpendiculaire au sol. On appelle ça la force ou l'effort normal, qui est perpendiculaire au contact. On a également une deuxième force, ici, c'est T. Elle est tangente ici, et on appelle donc ça l'effort ou la force tangentielle. La combinaison de T plus N nous donne R. On a également autre chose qui apparaît, c'est ce cône. Alors en fait, il faut prendre les phénomènes de frottement et d'adhérence comme quelque chose de spatial, qui vont fonctionner, on va dire, en 3 dimensions, tout autour, finalement, de cette normale. Qu'est-ce que c'est ce cône? Eh bien, c'est le cône de frottement, qui va dépendre du couple de matériaux. Non pas code, mais ce cône est à comprendre en tant que modèle à 3 dimensions, comme on vient de le dire. Ce cône, il a un angle phi, un demi-angle au sommet, c'est-à-dire que là j'ai phi de ce côté, mais je l'ai aussi de l'autre côté, entre la normale et le bord du cône. Dans ces conditions, on va pouvoir déterminer les premières lois de frottement qui vont nous être utiles, et ce sont des formules relativement simples, on va en utiliser que 2. La première, c'est celle-ci. Si l'effort tangentiel est inférieur ou égal à l'effort normal fois un coefficient de frottement, eh bien, on sera ici en adhérence. T ici est opposé au mouvement. On se rappelle, c'est toujours dans les conditions de ce premier exercice. T est opposé au mouvement et à la tendance au mouvement. Dans le cas, on est en adhérence, si on a T qui est inférieur à N fois F.
F également, bon, bah, c'est juste la remanipulation de cette formule, hein. F c'est T sur N qui est égal aussi à micro, parce que F et micro c'est la même chose. Comment on peut ensuite connaître ce fameux angle phi, ici, le demi-angle au sommet? Bah, phi on l'obtient en faisant l'arc tangente de F. Voilà, phi c'est l'arc tangente de F. Et donc phi c'est un angle en degrés, hein, entre l'effort normal et ici, la réaction au sol qu'on a là. Si on est dans un phénomène d'adhérence, donc dans ce cas précis, on voit ici que R est bien contenu à l'intérieur de notre cône de frottement. Plus cette réaction au sol, cette force de frottement, on va dire, a tendance à sortir, à se rapprocher de mon cône de frottement, plus je vais sortir de mon adhérence et me rapprocher du frottement ou du glissement. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Ici, on va parler du phénomène qui est assez particulier dans le cas où on est dans des conditions quasi statiques. C'est-à-dire que notre force R est pile sur le cône de frottement. À ce moment-là, on est à la limite de l'adhérence. Dans ces conditions, on va avoir T, notre deuxième loi de Coulomb, T égale N fois F. Donc en fait ici, un F, je le répète, ça dépend de la nature des matériaux en contact qui va déterminer également l'angle phi du cône de frottement. Alors il y a des cas où on va vouloir justement avoir du frottement qui va provoquer une vitesse réduite de nos matériaux. Et le coefficient de frottement, en plus d'être la combinaison de deux matériaux, ça dépend de plusieurs types de surfaces, on peut dire de rugosité, d'aspérité entre différentes surfaces, les types de matériaux et également, donc on l'a dit un peu plus tôt, la lubrification. Alors j'ai quelques notes, j'espère que je n'oublie rien. Pour le moment, c'est bon. Alors tout l'intérêt, c'est de savoir si on est en adhérence ou en frottement, et donc de pouvoir déterminer graphiquement, avec également nos calculs, si on en a besoin, le cône de frottement. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le cône de frottement sera grand, et plus on aura une possibilité d'adhérence qui sera élevée. Alors c'est peut-être le moment que je vous montre une petite animation, qui est juste ici, normalement vous la voyez. On voit ici, au fur et à mesure, notre force, qui est en fonction des valeurs de N, l'effort normal perpendiculaire au sol, et de T, ici, l'effort tangentiel, notre force qui est en bleu, notre réaction au sol. Ici, on est en plein dans de l'adhérence, parce qu'on n'a que l'effort normal, et plus on en sort, plus finalement on va se rapprocher de notre bordure, de notre cône de frottement, et plus on va revenir dans des conditions de frottement, et donc de glissement. On revient à notre document. On a un cas particulier, c'est juste pour de la culture, c'est le phénomène de stick slip. En fait, c'est le cas où on va avoir notre force qui va être pile sur le cône de frottement, pile dans le phénomène où on est quasi statique, on ne sait pas trop si on va basculer dans le glissement ou dans le frottement ou si on est encore dans de l'adhérence. Et c'est ça qui va par exemple provoquer le phénomène du broutement d'une chaise quand on la déplace sur un sol, le sifflement des freins au niveau par exemple d'un train ou d'un véhicule. C'est également ce qu'on a lorsque l'archet du violon frotte sur les cordes. En fait, on a à la fois du glissement et du frottement, on a de l'adhérence en même temps pour justement faire vibrer la corde. On le voit aussi avec les essuie-glaces qui viennent des fois très bien glisser quand ils sont usés et par d'autres moments bien adhérés. Et c'est ce qui provoque du coup ces formes. Et donc en fait par intermittence ça va glisser et adhérer par saccades et c'est ça qui s'appelle le phénomène de stick slip. Alors la plupart du temps en mécanique on ne cherche pas à utiliser ce phénomène, après il y a des cas où ça peut être très utile, entre autres par exemple pour le freinage. Alors, comme on l'a dit, le coefficient de frottement, la plupart du temps, on cherche à ce qu'il puisse... il va augmenter avec les différentes natures des matériaux. Vous avez déjà eu cette tendance, par exemple lorsque vous déplacez un meuble, qu'au début ça frotte, ça t'adhère, du moins c'est très dur à le déplacer, puis une fois qu'on a lancé le mouvement, eh bien par exemple le meuble ou le véhicule, peu importe, est rentré en inertie, et du coup on va pouvoir plus facilement
continuer de le déplacer. C'est comme si dans notre cône de frottement, on avait commencé, on était dans l'adhérence, on arrive ici au niveau du glissement, et puis après, boum, c'est parti, on n'est que dans du frottement, et on peut déplacer très aisément on va dire notre solide. Mais il y a des cas où on va avoir en fait quelque chose d'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir moins d'adhérence que de frottement. C'est ce qu'on va finalement rechercher quand on va utiliser les freins et les embrayages. On va essayer de conclure maintenant sur tout ce qui concerne les frottements et les phénomènes d'adhérence. Quand on est dans de l'adhérence, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de mouvement. Ici, on a le cas d'un solide qui est sur une pente. Il y a un effort normal ici perpendiculaire à la surface en contact, donc ici à la pente. Et on a donc notre résultante, notre force de frottement, qui correspond à un effort normal plus un effort tangentiel. Tant que cet effort est à l'intérieur d'une cône de frottement, on n'a pas de mouvement, non adhérence, tout se passe bien. L'angle phi, je le rappelle, ça dépend des matériaux et ça dépend du coefficient de frottement, et donc c'est l'angle, le demi-angle au sommet de notre cône de frottement. Ici, on a donc notre force qui est à l'intérieur du cône de frottement, on a l'angle θ de notre pente qui est inférieur à l'angle phi, on n'a aucun problème, la force est à l'intérieur du cône. Lorsque la force est sur le cône, on est à la limite stricte. Là, c'est un peu compliqué. On est dans une situation où il peut y avoir du mouvement, il peut ne pas y en avoir, on est pile à la limite. Enfin, lorsqu'on est vraiment sur le cône et qu'on a vraiment déplacé nos conditions de frottement, lorsqu'on a un angle ici θ qui est supérieur à l'angle phi qu'on se retrouve ici, on va évidemment avoir un mouvement qui est représenté ici par un vecteur vitesse, vitesse du point A de 1 par rapport à 0. C'est exactement ce que je viens de résumer ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir C'est que s'il y a glissement, la force de contact est sur le cône de frottement, le coefficient de frottement correspond à une égalité. Ici on a tangente phi qui est égale à t sur n, ou f est égal à t sur n, c'est la même chose. Et s'il n'y a pas de glissement, la force de contact est dans ou à la limite sur le cône d'adhérence. Le coefficient d'adhérence correspond à une inégalité. Ici on a tangente phi supérieure à t sur n, ou alors f supérieur ou égal à t sur n. Voilà ce que j'avais à dire sur les frottements et sur les phénomènes d'adhérence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages, des commentaires, peut-être avec un minutage précis. Par exemple, voilà, j'ai pas compris à tel minutage ce que vous avez dit. Je vais pouvoir ainsi vous donner davantage d'informations. Dites-moi aussi si ce mode de communication vous convient pendant justement ce confinement, parce que bon, on fait comme on peut. Globalement, avec les autres classes, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Enfin, je vais bientôt vous donner donc des exercices sur les frottements, de manière graphique mais aussi un petit peu calculatoire, rien de bien méchant, afin de pouvoir un peu approfondir ces notions, et on pourra ensuite ensemble les approfondir en classe virtuelle. Donc merci de m'avoir écouté si vous êtes encore là jusqu'au bout, et à bientôt.